Bienvenue dans la troisième partie des séries de vidéos sur l'arithmétique. Sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons voir les divisions euclidiennes et ses conséquences. Donc, dans cette vidéo, nous aurons à décortiquer ensemble qu'est-ce que c'est qu'une division euclidienne. Nous allons voir l'algorithme d'Euclide en se basant sur la division euclidienne. Et pour finir, la décomposition en base B. Donc, dans une base B, qu'est-ce que c'est que la décomposition dans une base B? Nous allons voir tout ça là dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que la division euclidienne? Définition. Soit, prenons deux entiers A et B. Soit A et B des entiers. Il existe, si on prend A et B des entiers, il existe une façon unique. Il existe une façon unique d'écrire A sous la forme A qui est égal à quoi? P fois Q plus R. Avec Q, un entier, élément de Z, et R, un entier positif tel que quoi? Tel que 0 soit inférieur ou égal à R, qui est à son tour strictement inférieur à la valeur absolue de B. Donc, voici ce que c'est qu'une division euclidienne. Alors, en guise d'exemple, nous allons faire la division euclidienne de 12 par 3. Ouais, vous le connaissez déjà. Lorsque vous voulez diviser 12 par 3, vous le prenez comme ceci. On obtient 4. Donc, le reste, c'est 0. Donc, cela veut dire que 12, c'est égal à 3 fois 4 plus 0. Donc, dans notre cas ici, nous avons Q qui est égal à 4 et nous avons le reste qui est égal à 0. Ça, c'est un exemple, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. On peut prendre un cas un peu plus général. Prenons par exemple 12, la division euclidienne de 12 par 5. 12 divisé par 5, donc on a 2. Et le reste, c'est 2. Donc, on dira que 12 est égal à 5 fois 2 plus 2. Donc, notre Q dans notre cas ici, c'est 2. Et notre reste qui est égal à 2 aussi. Donc, on appelle Q le quotient de la division euclidienne et R s'appelle le reste de la division euclidienne. Remarque. Vous aurez pu constater que lorsqu'on a fait la division euclidienne de 12 par 3, on a trouvé comme reste 0. Donc, dans ce cas précis, si R est égal à 0, on dira que B divise A. J'espère que vous vous souvenez de cette notation. On l'a appris dans la première vidéo. En somme, c'est ce qu'il y a à savoir sur la division euclidienne. Donc, vous l'utilisez le plus souvent. Vous utilisez la division dans tous les exercices que vous faites. Le plus souvent, vous utilisez la division. Maintenant, voici une définition formelle de la division euclidienne. Passons maintenant à ce qu'on appelle la décomposition dans une base B. On a appris à compter de 0 jusqu'à 9. Après, on passe à 10. Donc, tous les chiffres
ou bien tous les nombres qu'on utilise jusqu'à présent, ce sont des nombres qui ont été écrits dans la base 10. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base? C'est ce que nous allons voir. Et c'est ce qu'on appelle une décomposition dans une base. Ce que c'est qu'une décomposition dans une base, nous allons voir ça aussi. Donc, décomposition. Donc, décomposition dans une base B. Je prends par exemple le nombre 14. 14, c'est un nombre qui est écrit dans la base 10. Et on note ça comme ceci. 14 qui s'écrit comme ceci dans la base 10. Maintenant, la question est de savoir comment écrire 14 dans la base 2. Alors, définition. On prend A0, A1, A2, ainsi de suite jusqu'à AN, des entiers. Prenons petit a, petit b aussi, des entiers. On peut écrire de façon unique A sous la forme. Donc, on peut prendre A qui est égal à A0 plus A1 fois B à la puissance 1 plus A2 fois B à la puissance 2 plus ainsi de suite plus AN fois B à la puissance N. Et on note A qui est égal à quoi? AN moins 1, ainsi de suite jusqu'à A0. Donc, AN moins 1 jusqu'à A0 s'appelle l'écriture de A dans la base B. Je m'explique. Prenons notre exemple 14. 14, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 fois 10. 1 fois 10 à la puissance 1 plus 4. Ou bien égal encore à 4 plus 10. 1 fois 10 à la puissance 1. Donc, si vous vous rappelez bien de l'écriture là, l'écriture de A dans la base B, par définition, ce qu'on a ici, si vous vous rappelez bien, vous allez identifier B à quoi? À 10. Et A0 à 4 et A1 à 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est égal à quoi? 1, 4 dans la base 10. Maintenant, essayons d'écrire 14 dans une autre base. Essayons d'écrire ça peut-être dans la base, par exemple dans la base 2. Essayons d'écrire 14 dans la base 2. Alors, comment écrire 14 dans la base 2? On a 14, on le divise par 2 premièrement. On divise 14 par 2. On obtient 7 et le reste vaut 0. On divise 7 par 2 encore. On obtient 3 et le reste vaut 1. On divise 3 par 2. On obtient 1 et le reste vaut 1. Et on divise 1 par 2. On obtient comme reste 1 et on obtient 0. Donc, voici ce que ça nous donne. Alors, on dira que 14 est égal à... On commence par le bas. C'est le reste qu'on prend. On commence par le dernier reste qui est 1. Donc, on a 1, 1,
1, 0 dans la base 2. Donc 14 dans la base 2, on dira que c'est égal à 1, 1, 1, 0. Vérifions voir si c'est correct ou pas. Par définition, de ce qu'on a vu un peu plus haut, par définition, quand on a A qui est écrit dans la base B, alors on aura A qui serait égal à A0 fois 1, A1 fois B1, ainsi de suite jusqu'à AN fois B à la puissance N. Donc, on fait la même chose ici. Donc, ça veut dire que notre A0 dans notre cas ici vaut 0. Donc, ça fait 0 plus notre A1 dans notre cas ici vaut 1. Donc, ça fait 0 plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1. Plus maintenant, ici on a encore 1. Donc, 1 multiplié par 2 à la puissance 2 plus 1 multiplié par 2 à la puissance 3. Donc, après calcul, on obtient quoi? Ici, on obtient 2 plus 4 plus 8, ce qui nous donne 14, ce qui revient à donner, ce qui revient à 14. Donc, c'est ça qu'on appelle une décomposition dans une base. Notamment en informatique, la base 2 et la base hexadécimale. C'est-à-dire, la base hexadécimale, c'est lorsqu'on prend B qui est égal à 16. Et la base binaire, c'est lorsqu'on prend B égale à 2. Donc, quand on prend B égale à 2, on obtient ce qu'on appelle la base binaire. En informatique, on utilise la base binaire pour coder toutes les informations dont on a besoin dans un ordinateur. Sachez bien qu'un ordinateur, ce n'est qu'une calculatrice. Et cette calculatrice a sa base B qui est égale à 2. Alors, nous allons nous arrêter là sur la décomposition dans une base B. Passons maintenant à l'algorithme d'Euclide. Avant de commencer par vous définir ou bien vous montrer comment utiliser l'algorithme d'Euclide, en guise de rappel, rappelons-nous, lorsqu'on avait vu les PGCD et les PPCM, on avait utilisé des méthodes pour calculer le PGCD et les PPCM. Mais ces méthodes ne sont pas efficaces. Lorsqu'on avait calculé le PGCD, si on demandait de calculer le PGCD de 437 et de 380 par exemple, après la méthode qu'on avait vue avant, on aurait à faire la décomposition de 437 en produit de facteur premier, la décomposition de 380 en produit de facteur premier et utiliser la formule qu'on avait appris où on avait dit le PGCD de A et B était égal à A0, c'était égal à plutôt P1 à la puissance minimum de alpha 1, bêta 1, souvenez-vous, ainsi de suite, multiplié par Pn à la puissance le minimum de alpha n, bêta n. Cette méthode, elle est énorme, elle n'est pas efficace pour nous aider à travailler avec, à pouvoir calculer le PGCD des nombres qui sont énormes. Donc, pour résoudre ce problème, nous allons utiliser la division euclidienne pour énoncer une propriété. Et cette propriété, à partir de cette propriété, nous avons développé l'algorithme qui va nous permettre de résoudre ce problème. Alors, la propriété nous dit quoi? La propriété nous dit que soit A et B des entiers, soit A et B des entiers, alors PGCD de A et de B, c'est égal à quoi? Ce n'est autre que PGCD de B et de R, avec A qui s'écrit sous la forme BQ plus R.
Alors, c'est simple, la formule nous dit que le PGCD entre A et B n'est autre que le PGCD entre B et le reste de la division euclidienne de A par B. Donc, si on veut calculer le PGCD de deux nombres, par exemple, PGCD de 12 et de 8, ça revient à réaliser la division euclidienne de 12 par 8. Donc, on sait que 12, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 fois 8 plus 4. Donc, le reste de la division euclidienne ici, c'est 4 et le quotient, c'est 1. Donc, ça veut dire que le PGCD de 12 et de 8, c'est égal encore au PGCD de 8 et de 4. On peut faire la même chose encore, vu qu'on a 8 ici. Donc, 8 divisé par 4, c'est égal à quoi? C'est égal à 4, 2 fois 4 plus 0. Donc, ici, le reste de la division euclidienne, c'est 0. Le quotient, c'est 2. Donc, ça veut dire que ceci est égal encore au PGCD de 4 et de 0. C'est-à-dire, notre B maintenant, ici, vaut 4 et notre R vaut 0. Donc, le PGCD là nous vaut alors 4. Pourquoi 4? Comprenez bien, on avait dit dès le départ sur les propriétés de divisibilité que tout nombre, à part 0, 0 lui-même, tout nombre divise 0. Donc, vu que tout nombre divise 0, alors, le plus grand commun diviseur de 4 et 0, c'est 4. Parce que 0 a une infinité de diviseurs, commençant par 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Mais les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Donc, la plus grande valeur en commun avec ces deux ensembles, c'est 4. Donc, on dira que le PGCD de 4 et de 0, c'est égal à 4. Donc, la manière dont on vient de procéder, nous permet d'introduire une nouvelle notion qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un algorithme, c'est une méthode de résolution qui nous permet de résoudre un problème. On peut vous utiliser l'algorithme aussi pour, par exemple, dans la cuisine. Dans la cuisine, quand vous avez les ingrédients, la méthode, la manière dont vous allez faire pour obtenir le repas, c'est ça qu'on appelle l'algorithme. Donc, définissons maintenant comment est utilisé l'algorithme d'Euclide. Algorithme d'Euclide. Donc, comme on vient de le faire avec le PGCD de 14, de 12 plutôt, et de 8, tout ce qu'on a à faire, c'est d'abord de réaliser la division euclidienne de A par B. Donc, premier point, écrit A sous la forme B plus Q0 plus R0. A égale à B plus Q0 plus R0. Maintenant, si R0 égale à 0, si R0 égale à 0, on a alors le PGCD de A et de B qui est égal à B. Sinon, c'est-à-dire si R0 est différent de 0, on réalise maintenant une nouvelle division euclidienne. Puisque si R0 est différent de 0, on aura le PGCD par, en utilisant la propriété qu'on avait vue plus haut, le PGCD de A et de B doit être égal au PGCD de B et de R0. Donc, ça veut dire calculer ce PGCD revient à calculer ce PGCD. Donc, on n'a plus qu'à réaliser encore la division euclidienne de B par R0. Donc, on écrit B sous la forme Q1 fois R0 plus R1. Q1 fois R0 plus R1. Et on continue. On continue jusqu'à l'ordre
RI égale à 0. Je m'explique. On réalise la division euclidienne de B par R0. On trouve le reste qui est R1. On vérifie si R1 est égal à 0. Si R1 n'est pas nul, on continue encore la division euclidienne. Donc, on continue la division euclidienne tant que le RI n'est pas nul. Tant que le RI n'est pas nul, on continue la division euclidienne successive jusqu'à ce que le RI soit égal à 0. Donc, si le RI est égal à 0, alors le PGCD de A et B doit être égal à RI moins 1 avec RI moins 1. RI moins 1. Le premier reste non nul avant RI qui est égal à 0. Donc le premier reste non nul avant RI qui est égal à 0. Ça sera plus simple à comprendre à travers un exemple. Prenons un exemple. La division euclidienne de 25 par... essayons de calculer le PGCD de 25 exemple, PGCD de 25 et de 52. On va essayer de calculer le PGCD de 25 et de 52 en se basant sur l'algorithme d'Euclide. Précisons bel et bien que A doit être supérieur à B pour pouvoir avoir un reste positif et un quotient positif. Alors, essayons de résoudre ce problème. PGCD. Le PGCD de 25 et de 52. C'est égal à quoi? Alors, on a 52 qui est égal à... Essayons de réaliser la division euclidienne de 52 par 25. Après réalisation, on obtient le quotient qui est égal à 2, c'est-à-dire 2 fois 25, et le reste qui est égal à 2, plus 2. Le reste étant non nul, on continue la division euclidienne successive. Donc cette fois-ci, notre B, notre A c'est 52, notre B c'est 25, le reste c'est 2, c'est-à-dire R0 qui vaut 2, et notre quotient vaut 2. Donc maintenant le PGCD de 52 et de 25 est égal maintenant au PGCD de 25 et de 2. Donc il suffit de réaliser cette fois-ci encore la division euclidienne de 25 par 2. Donc 25 divisé par 2, on obtient alors 10, 12 plutôt, 12 multiplié par 2, plus 1. Si on réalise la division euclidienne, le quotient ça vaut 12 et le reste vaut 1. Le reste est toujours non nul. On continue encore la division euclidienne. Cette fois-ci, on va diviser notre... On avait calculé le PGCD entre 25 et 2. C'est ça qui nous a amené à réaliser cette division euclidienne. Cette fois-ci, maintenant, on va passer de 2 à 1. Donc, 2 et 1, c'est égal à 2 fois 1 plus 0. Donc, le reste de cette division euclidienne vaut 0. Donc, ça veut dire que le PGCD, c'est égal au premier reste non nul. C'est ce qu'on a dit, le premier reste non nul. Et le premier reste non nul, ici, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé 0 ici. En haut, en même temps, le reste qui est non nul, on le prend. C'est ça qui constitue notre PGCD. Donc, d'après l'algorithme d'Euclide, on obtient le PGCD de 25 et de 52 qui est égal à 1. PGCD de 25 et de 52 est égal à 1. C'est comme ça qu'on utilise l'algorithme d'Euclide. En guise d'exemple,
en guise d'exemple, nous allons essayer de calculer le PGCD. Deuxième exemple. Essayons de calculer ce PGCD. Exemple. Calculer le PGCD A qui est égal à PGCD de 720 et de 252. Et calculer B qui est égal au PPCM de 720 et de 252. Donc, pour arriver à calculer ce PGCD, on va utiliser l'algorithme d'Euclide qui est plus efficace que la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, l'algorithme d'Euclide, qu'est-ce que ça nous dit? L'algorithme d'Euclide nous dit de réaliser d'abord la division euclidienne de la plus grande valeur par la plus petite. Donc, 720 divisé par 252 premièrement. Donc, après division, on obtient 720 qui est égal à 2 fois 252 plus 216. Le quotient vaut 2 et le reste vaut 216. Vu que le reste est non nul, donc on n'a pas encore notre PGCD. Vu que le reste est non nul, on n'a pas encore notre PGCD. On continue la division euclidienne. Cette fois-ci, on divisera 252 par le reste qu'on vient de trouver, qui est 216. Donc 252 divisé par 216. Donc le quotient vaut 1. 1 fois 216. Plus le reste de la division euclidienne qui vaut 36. On vient de trouver un reste qui est toujours non nul. On continue la division euclidienne. Cette fois-ci, la division euclidienne de 216 par 36. Donc 216 divisé par 36. On obtient comme quotient 6. Donc ce qui vaut 6 multiplié par 36 plus 0. Donc, vu que 216 est divisé par 36, c'est pour ça que le reste est égal à 0. Donc, vu que le reste est égal à 0, ça veut dire que le PGCD, c'est égal au premier reste non nul qui vient avant 0. Donc, le premier reste non nul, c'est 36. Ça veut dire que, donc, on a le PGCD de 720 et de 252 qui est égal à 36. C'est aussi simple que ça. Donc, le PGCD de 720 et de 252 est égal à 36. Donc, peu importe le nombre, même si le nombre est énorme et gigantesque, il est très facile de pouvoir calculer le PGCD et le PPCM. Pour calculer le PPCM, dans notre cas ici notre A vaut PGCD, qui vaut 36, A est égal à 36. Pour pouvoir calculer le PPCM, on a appris une formule la dernière fois qui nous permet de calculer le PPCM connaissant le PGCD. Rappel, on avait dit que le PGCD de A et B multiplié par le PPCM de A et B est égal à quoi? C'est égal à A fois B. Donc, grâce à ça, si on connaît le PGCD de A et B, on peut facilement tirer le PPCM de A et B. Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre cas ici. Notre A et notre B. A, c'est ça qui est le PGCD. B, c'est ça qui est le PPCM. Donc, A fois B doit être égal à le produit des deux là, c'est-à-dire 720 multiplié par 252. Donc, ça veut dire que B, c'est-à-dire le PPCM, B égale au PPCM de 720 de 252, ce qui est égal à 720 fois 252, le tout divisé par 36. 36 qui vaut A, donc ça veut dire que notre B vaut quoi? Après calcul, vous obtenez 5040. Donc B est égal à 5040.
Donc, on a calculé le PGCD, on a calculé le PCM. Maintenant, une question supplémentaire. Donc A, on a trouvé la valeur de A vaut 36 et la valeur de B qui vaut 5040. Une question qui vient souvent, on aura à voir bientôt dans les prochaines vidéos, on aura à voir ce qu'on appelle le théorème de Bézout. Mais avant qu'on arrive sur le théorème de Bézout, il y a une question récurrente qui vient souvent dans l'exercice d'arithmétique. Et cette question nous dit quoi? On nous dit souvent de calculer le PGCD. Une fois le PGCD calculé, on nous demande souvent on demande trouver U et V, éléments de Z, trouver deux entiers U et V tels que, dans notre cas ici, 720 fois U plus 252 fois V soit égal à quoi? Soit égal à, au PGCD, c'est-à-dire la valeur trouvée ici qui vaut 36, soit égal à 36. Pour pouvoir déterminer U et V, on doit revenir à l'algorithme d'Euclide. Revenir aux différentes divisions euclidiennes qu'on avait déjà faites. Donc, on réécrit les divisions euclidiennes qu'on avait déjà. On avait trouvé 720 qui était égal à 2 fois 252 plus 216. Et on avait fait 252, la division euclidienne de 252 par 216. On avait trouvé 1 fois 216 plus 36. Et la dernière, 216, qui est égale à 6 fois 36 plus 0. Donc, on ne va pas s'intéresser à la dernière relation, mais la relation qui contient le PGCD. On s'intéresse à cette relation. Donc, à partir de cette relation, on obtient 36, qui est égal à quoi? 252 moins 1 fois 216. Grâce à cette relation, on tire le reste dans cette relation. Et maintenant, 216, si on va en haut, on tire 216 dans cette relation aussi. Donc, on obtient 252 moins 1 multiplié par 216 qui vaut 720. 720 moins 2 fois 252. Et surtout, il ne faut pas faire les calculs. Surtout, il ne faut pas faire les calculs du genre, quand vous avez ici 2 fois 252, il ne faut pas faire le calcul. Sinon, si vous faites les calculs, vous n'arriverez jamais à trouver U et V. Donc, on obtient 252 moins 1 en facteur de 720 moins 2 fois 252. Donc, ce qui nous donne alors, on regroupe les 720, on regroupe les 252. Donc, ça fait moins 1 multiplié par 720, plus maintenant, ici on a 2, plus 1 ici, ça fait 3. 3 fois 252. Donc, on vient d'écrire 36 qui est sous cette forme, 720 U plus 25 V. Donc, on dira que U est égal à moins 1 et V qui est égal à 3. Voici ce que ça nous donne. Donc, on obtient U qui est égal à moins 1 et V qui est égal à 3. Dans les prochaines vidéos, lorsqu'on va voir le théorème de Bézout, on déterminera que cette solution, elle est unique. Mais pour maintenant, retenons tout juste la méthode de résolution. On a 36, on tire d'abord le reste qui est égal au PGCD, on le tire et on tire les autres restes qu'on remplace dedans. Ça veut dire qu'ici, on a tiré 216. S'il y avait encore une relation en haut, on allait tirer encore le reste qui est dedans dans la relation et regrouper tout de façon à ce qu'on puisse avoir un coefficient fois 720 et un coefficient fois 252. Donc, notre vidéo va prendre fin sur cet exercice. Dans les prochaines vidéos, nous verrons la notion de congruence,
la notion de théorème de Bézout et la notion du théorème, la lemme de Gauss. Donc, en guise d'exercice pour les prochaines séances, faire des recherches sur ça, essayez de... En guise d'exercice, calculer le PGCD. Le PGCD de 2183 et de 6313. Et de 6313. Ce PGCD, nous allons noter ça égal à D. Et trouver X et Y des anti-éléments de Z tels qu'on puisse avoir petit d qui est égal à 2183x plus 6313y. Donc la méthode de résolution, elle est identique à ce qu'on a utilisé dans ce cours. Donc vous allez reprendre ça. Si vous arrivez à le traiter, cela signifie que vous avez compris. Mais si vous n'arrivez pas à le traiter, vous lisez encore la vidéo plusieurs fois, faites des pauses pour pouvoir essayer de comprendre, reprendre encore une fois de plus et vous allez maîtriser l'algorithme d'Euclide et comment trouver des anti-x et y de façon à ce que le PGCD soit égal à a fois x plus b fois y. Donc notre vidéo finit sur ceci. Je vous dis à la prochaine.